Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser cette fois à l'expression du patrimoine génétique. Ici, on a différentes cellules euh, du sang. Alors elles ont été colorisées, puisqu'on est en microscopie électronique, on devrait avoir du gris, colorisé pour vous aider. Donc on a ici des globules rouges qui ont été colorisés en rouge, on les reconnaît à leur forme de disque avec deux concavités, une de chaque côté. Des globules blancs qui ont été colorés pour les uns en bleu, pour les autres en jaune, pour d'autres encore en laissés en gris. Eh bien, on a tout un tas de cellules différentes qui vont fabriquer des molécules différentes. Les globules rouges vont par exemple fabriquer de l'hémoglobine. Les globules blancs, encore appelés leucocytes, vont fabriquer des anticorps pour certains d'entre eux. Et pour autant, ce sont toutes des cellules qui sont issues des mitoses de la cellule œuf, donc qui possèdent le même patrimoine génétique. Elles devraient donc fabriquer les mêmes protéines, ce qui n'est pas le cas. Alors ici, on a vu en cours cette petite vidéo qui nous montre la mise en évidence de la division cellulaire, de la mitose, grâce à des protéines fluorescentes que l'on a fait fabriquer par la cellule et donc qui permet de visualiser les chromosomes en flot. Alors ces observations introductives vont nous amener à formuler la problématique de cette partie. Comment des cellules de même programme génétique synthétisent-elles des molécules différentes? On va voir dans un premier temps que les protéines sont le résultat de l'expression des gènes en le prouvant. Donc là, il s'agit d'un argument pour une copie, le prouvant grâce à la transgénèse. Alors la transgénèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire le transfert d'un gène, littéralement. Ici, on a pris une méduse, avec bien sûr son information génétique, et cette méduse, elle a la propriété d'être fluorescente. Donc on a repéré quel était le gène responsable de la fluorescence, on a extrait le fragment d'ADN en question, et on l'a inséré dans l'ADN d'une bactérie. Donc l'ADN d'une bactérie est circulaire. Vous voyez ce bout d'ADN de méduse qui a été additionné au génome de la bactérie. On obtient donc une bactérie qui possède ce gène et qui va donc exprimer ce gène, c'est-à-dire devenir fluorescente à son tour, alors qu'elle ne l'était pas initialement. Donc il y a expression du gène en question. Donc le transfert du gène rend cette dernière fluorescente, donc, j'en déduis, qu'un gène gouverne la synthèse d'une protéine, ce qui m'amène maintenant à la recherche du lien entre ADN et protéines. J'ai donc repris un logiciel type Anagène ou Génigène ici. On a la séquence de l'ADN que vous connaissez maintenant bien avec ses nucléotides ATCG et la séquence protéique correspondante. Vous voyez qu'elle est constituée d'éléments qui sont dénommés par leurs 3 premières lettres. Ces éléments sont des acides aminés, alors que l'ADN a pour élément constitutif les nucléotides. La protéine, elle est constituée d'acides aminés. Il y a 4 nucléotides différents, vous le savez, alors qu'il y a 20 acides aminés, oui, différents, qui sont l'alanine, donc on écrira ALA, leucine, le, tryptophane, TRP, je ne sais pas s'il y en a ici, etc. Nombre de combinaisons possibles. Eh bien, si on a un certain nombre de nucléotides,
le nombre de combinaisons, ce sera 4 puissance n, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4 fois 4, ce qui nous donne 64 combinaisons pour seulement 4 nucléotides, et encore plus pour les acides aminés, puisqu'il y en a 20 sortes, ce sera 20 puissance n, donc ça fait un très très grand nombre. Longueur d'un brin d'ADN, 10 puissance 8 à 10 puissance 9 nucléotides, alors que la longueur d'une protéine est beaucoup moindre. On est seulement aux alentours de 300 acides aminés, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 2000, mais une longueur moyenne de 300 acides aminés, donc beaucoup plus court que l'ADN. Il va falloir trouver un système de codage qui permette de comprendre cette relation entre 3 nucléotides et un acide aminé. Un acide aminé, comme son nom l'indique, contient une fonction amine, ici, avec de l'azote, contient des carbones, c'est une molécule organique, et contient de l'oxygène. Ce qui est indiqué R ici, c'est ce qu'on appelle un radical, qui va varier d'un acide aminé à l'autre. Pour les 20 acides aminés, on aura toujours cette partie-là, et ici, ça peut être quelque chose de plus ou moins complexe. Voici ici une petite protéine qui est l'insuline, en cause notamment dans les problèmes de diabète. Cette protéine, avec un logiciel type limmol, a été colorée par résidus qui la composent, c'est-à-dire par ces acides aminés différents. Et donc, vous voyez qu'on a mis différentes couleurs pour l'alanine, l'arginine, l'asparagine, la cystéine, etc. Vous n'avez pas besoin de connaître les noms des 20 acides aminés. Leurs 3 premières lettres vous suffiront. Par exemple, ici, je vois que j'ai une cystéine relativement vers le bout de la chaîne. J'ai un premier acide aminé, un deuxième, un troisième acide aminé. Les protéines sont donc composées d'acides aminés et l'ADN de nucléotides. Il doit donc y avoir un code entre 3 nucléotides de l'ADN et un acide aminé de la protéine. Nous concluons par la notion 16, la séquence de l'ADN, succession des 4 désoxyribonucléotides le long des brins de la molécule, est une information. C'est ce qu'on appelle un gène. Cette information est transmise de génération en génération, et j'ai ajouté en noir, comme elle peut être transmise artificiellement par transgénèse, puisque c'est ça qui nous a permis de le démontrer dans le petit 1. Nous nous intéressons maintenant, en grand B, à l'intermédiaire indispensable entre l'ADN et les protéines, que l'on a appelé l'ARN messager. Alors, mise en évidence de la synthèse de cet ARN messager, c'est un mécanisme qu'on appelle la transcription. Tout d'abord, où se fait la synthèse des protéines? On a ici fait de l'autoradiographie, et donc on a mis en évidence la synthèse des protéines. Vous avez des cellules qui montrent un noyau ici et d'autres qui n'en montrent pas. Donc on voit que les cellules avec un noyau ont des marques de radioactivité dans le noyau, mais aussi dans le cytoplasme. Les cellules dont on ne voit pas le noyau semblent en avoir partout, dans le cytoplasme donc. On a donc une synthèse des protéines qui se déroule à partir de l'ADN, qui est dans le noyau, mais qui se déroule aussi dans le cytoplasme. Il va donc falloir un intermédiaire entre noyau et cytoplasme. Donc cette technique, l'autoradiographie, est présentée à la fin de votre livre en fiche technique. Vous devrez en TP en faire un résumé.
Vous allez également en TP démontrer la présence d'ARN dans le noyau de la cellule. Cet ARN va ici être coloré au vert de méthylpyronine qui colore en rouge autant pour moi, qui colore en vert l'ADN, qu'on l'on voit bien sûr bien présent dans le noyau, et en rouge l'ARN. Alors on voit quelques pointements de rouge dans le noyau, c'est pas très net, j'espère que votre image à vous sera plus nette, et on en voit aussi dans le cytoplasme. Donc l'intermédiaire, l'ARN messager, passe bien du noyau vers le cytoplasme. Alors cette technique d'autoradiographie, je l'ai stabilotée parce que vous devez connaître, permet de mettre en évidence la synthèse d'une protéine dans le cytoplasme. Or, l'ADN se situe dans le noyau, un intermédiaire est donc indispensable, c'est l'ARN messager. On a ici stimulé l'expression d'un gène dans une cellule et on fait des photographies à différents moments après cette stimulation. L'ADN est ici en fluo bleu et l'ARN en vert. Donc vous voyez, ici on est dans le noyau. La cellule, on la voit mieux dans les autres cas parce que la radioactivité la fluorescence verte nous permet de mieux voir la membrane plasmique. On la voyait aussi un petit peu ici. Bref, dans un premier temps, on a de l'ADN dans le noyau, ça ne nous surprend pas, c'est normal, mais aussi de l'ARN. Dans un deuxième temps, on a encore de l'ARN dans le noyau, mais on en a surtout qui a migré dans le cytoplasme, et puis on n'en a plus dans le noyau, et on n'en a que dans le cytoplasme. Comment l'ARN, est-il passé du noyau au cytoplasme? Eh bien, il est sorti par les pores de l'enveloppe nucléaire. Vous avez ici un bout d'enveloppe nucléaire, puis le bout suivant, puis le bout d'après, et il y a des pores, comme les pores de notre peau. Donc l'ARN messager ou ARN-M est synthétisé dans le noyau, puis traverse l'enveloppe nucléaire par ses pores. Cette autre image, en microscopie je dirais classique cette fois, nous montre de manière successive, on est ici dans le noyau, on a l'ARN qui est associé à un complexe d'exportation, peu importe, qui va l'amener jusqu'à l'enveloppe nucléaire, hein, qui est ici, et qui va libérer le contenu du complexe, c'est-à-dire l'ARN messager, qui va passer dans le cytoplasme, le reste du complexe restant à l'intérieur de la cellule. L'ARN messager, c'est donc une plus petite molécule que l'ADN, elle peut sortir. Et donc les mécanismes de la transcription, on voit tout d'abord ici que beaucoup d'ARN polymérase transcrivent en même temps le même gène. On parle de sapin de Noël dans le noyau de la cellule. Alors j'accélère. Vous réalisez ce schéma qui ressemble un peu au schéma de la réplication, mais attention, un seul brin est fabriqué et des U sont en face des A. Vous copiez les informations que j'ai mises, donc une molécule à courte durée de vie et une molécule qui est courte, donc là on voit les U. Elle est d'autant plus courte qu'elle subit une maturation qu'on appelle l'épissage, que vous devrez montrer en TP, après sa fabrication au niveau de l'ARN, avec élimination des introns. Ce qui nous amène à la conclusion, notions 17 et 18. Et vous pouvez également faire ce schéma qui accompagnera votre conclusion. Suite de ce grand 5 dans la vidéo suivante.